Daphnis aimerait vivre une expérience amoureuse complète avec Chloé, mais la timidité des deux jouvenceaux et la crainte du sang font en sorte qu'on en reste aux baisers et aux embrassements. Au cours de ce même été, il y eut pléthore de prétendants pour tourner autour de Chloé. Un grand nombre, venus d'un peu partout, se pressaient chez Dryas pour la réclamer en mariage. Certains apportaient un cadeau, d'autres lui promettaient monts et merveilles s'ils obtenaient sa main. La mère adoptive, grisée par ses espoirs, était ainsi résolue à donner Chloé en mariage et à ne pas garder plus longtemps à la maison une fille de son âge. Très bientôt, elle perdrait sa virginité en allant au pâturage et elle ferait un homme d'un simple berger pour prix de pommes ou de poires. Non, il devait faire d'elle une maîtresse de maison et ramasser au passage beaucoup d'argent qu'ils garderaient pour eux et pour leur fils légitime. Ils avaient eu un enfant mâle peu de temps auparavant. Tantôt, Dryas était sous le charme de ses arguments. Les cadeaux évoqués par chacun des prétendants étaient sans commune mesure avec la condition d'une bergère. Tantôt, jugeant que la jeune fille valait mieux que des campagnards et que s'il venait à découvrir ses véritables parents, elle les rendrait, sa femme et lui, très riches, il différait sa réponse et faisait traîner l'affaire en longueur tout en profitant dans l'intervalle des nombreux cadeaux qu'on lui offrait. Lorsque Chloé apprit ce qui se passait, elle fut désespérée et cacha longtemps la vérité à Daphnis, car elle ne voulait pas lui causer du chagrin. Mais comme il insistait, ne cessait de la questionner, et qu'il était plus affligé encore de ne pas connaître la vérité que ce qu'il le serait en la connaissant, elle lui raconta tout. Ses prétendants nombreux et riches, les propos que tenait sa mère qui pressait le mariage, les refus de Dryas, et le report de sa décision jusqu'au vendange. À ces mots, Daphnis perdit la tête. Il s'assit et se mit à pleurer, proclamant qu'il mourrait si Chloé n'allait plus à la pâture. Et pas seulement lui, les moutons aussi, privés d'une bergère. Puis, il retrouva ses esprits et fit ce que les amoureux sans le sou ont l'habitude de faire. Il supplia les nymphes de venir à son secours. C'est ainsi qu'elles lui apparurent pendant la nuit, alors qu'il dormait. Ce fut la plus âgée qui parla. C'est un autre Dieu qui s'occupe du mariage de Chloé. Nous allons te donner des cadeaux qui enchanteront le père de Chloé. Le bateau des jeunes Métimniens a été emporté loin du rivage par le vent. Puis, pendant la nuit, un vent marin a agité les flots, et le bateau a été précipité vers la terre ferme, sur les rochers du promontoire. Il a été brisé, ainsi que l'essentiel de ce qu'il contenait. Mais une bourse de 3000 drachmes a été rejetée par l'écume. Elle est restée là, cachée sous les algues, près du cadavre d'un dauphin. Ceux qui passent par là ne s'en sont même jamais approchés, car tout le monde se presse de dépasser l'odeur infecte produite par la putréfaction. Mais toi, tu vas y aller, et une fois arrivé sur les lieux, tu vas ramasser la bourse, et une fois que tu l'auras ramassée, tu vas la donner en cadeau. Pour l'instant, il est bien suffisant que tu ne passes pas pour un pauvre. Le moment viendra où tu seras véritablement riche. Voilà ce qu'ils dirent avant de disparaître avec la nuit. Daphnis se rend sur la plage et recueille les 3000 drachmes. Il les remet à Dryas, le père adoptif de Chloé. Celui-ci s'entretient avec l'amont et les deux pères, tout en étant favorables à l'union de Daphnis et Chloé, conviennent d'obtenir d'abord le consentement du propriétaire du domaine qui les visitera l'automne suivant et dont il sera question dans le livre 4. Nous retrouverons Daphnis et Chloé pour terminer ce chapitre. Une fois ces tâches menées à bien, ils se lavèrent, mangèrent, burent et partirent à la recherche de fruits bien mûrs. On en trouvait en abondance, car c'était la pleine saison. Beaucoup de poires sauvages, de poires cultivées, de pommes. Certaines étaient déjà tombées, d'autres étaient encore sur les branches. Celles qui étaient par terre
avait un parfum plus agréable. Celle qui était sur les branches avait un aspect plus frais. Celle-là avait l'odeur du vin, celle-ci avait l'éclat de l'or. Un seul pommier avait été concerné par la cueillette, et il ne portait plus ni fruits ni feuilles. Toutes ses branches étaient nues. Mais, à l'extrême sommet de l'arbre, se tenait une pomme, grosse et belle, qui sentait encore meilleure que toutes les autres réunies. Le cueilleur avait eu peur de grimper et ne s'était pas donné la peine de la cueillir, à moins que cette pomme superbe ne fût réservée à un berger amoureux. Lorsque Daphnis aperçut cette pomme, il se lança dans la grimpette pour l'accueillir, sans tenir compte des injonctions de Chloé, qui, vexée de se voir ainsi ignorée, rejoignit ses troupeaux. Daphnis, de son côté, après être montée sur l'arbre, réussit à cueillir la pomme et l'apporta comme cadeau à Chloé. Comme elle était encore en colère, voici ce qu'il lui dit. Cette pomme, jeune fille, les belles saisons l'ont fait pousser. Un bel arbre la nourrit pendant que le soleil la faisait mûrir et la fortune a veillé sur elle. Moi qui ai des yeux, je n'allais pas l'abandonner pour qu'elle tombe par terre et qu'un troupeau vienne l'écraser au cours de sa pâture, ou qu'un serpent l'empoisonne en se glissant dessus, ou que le temps la gâte tandis qu'elle resterait là-haut sous le regard et l'admiration de tous. Ceci, cette pomme, c'est ce qu'a reçu Aphrodite pour prix de sa beauté. Et c'est ce que je t'offre pour prix de ta victoire. Et les témoins de votre beauté se ressemblent, puisque lui était berger, et moi, je suis chevrier. À ces mots, il déposa la pomme dans les plis qui recouvraient sa poitrine, et comme il s'était rapproché, elle lui donna un baiser. Aussi, Daphnis n'eut-il pas à regretter d'avoir osé grimper à une telle hauteur, car le baiser qu'il reçut valait plus encore qu'une pomme d'or. Livre 4. Il s'en passe des choses dans ce livre 4. On prépare activement l'arrivée du grand propriétaire des lieux. On sème des fleurs, on taille les arbres, on nettoie les maisons et les cours. Daphnis et Chloé sont mis à contribution. Tout est prêt pour l'entrée en scène de Dionysophanès, de son fils Astylos et de leur suite. La nuit venait de tomber lorsqu'un serviteur vint leur annoncer l'arrivée du vieux maître 3 jours plus tard et celle de son fils dès le lendemain. Astylos arriva à cheval, accompagné de son parasite, à cheval lui aussi. Astylos avait une barbe naissante, alors que l'autre, qui s'appelait Gnathon, la rasait depuis longtemps.
Lamon et son épouse lui souhaitèrent tout le bonheur du monde. Quant à Daphnis, il apporta comme cadeau à Astylos des chevreaux, des fromages, des oiseaux avec leurs oisillons, des grappes de raisins sur leurs sarments et des pommes sur leurs branches. Parmi les cadeaux se trouvait également un vin de Lesbos au bouquet exquis, le meilleur des vins qu'il soit donné de boire. Astylos les remercia pour ces présents, puis se consacra à la chasse aux lièvres, en jeune homme de bonne famille qu'il était, habitué à des divertissements raffinés et qui avait fait le voyage à la campagne pour apprécier de nouveaux plaisirs. Gnathon, de son côté, était un expert pour ripailler, s'enivrer et forniquer en état d'ivresse. Il n'était que mâchoire, ventre et ce qu'il y a juste au-dessous du ventre. Il avait observé Daphnis sous toutes les coutures lorsqu'il avait apporté ses cadeaux, et comme son goût le portait naturellement vers les garçons, et qu'il était tombé sur un genre de beauté comme il n'en existe même pas en ville, il décida d'entreprendre Daphnis, pensant qu'il serait facile de le convaincre. Il n'était, après tout, qu'un chevrier. Sa décision prise, il n'accompagna pas Astylos à la chasse, mais descendit à l'endroit où Daphnis faisait paître son troupeau. Il profitait, disait-il, du spectacle des chèvres, mais en réalité, c'est Daphnis qu'il contemplait. Cherchant à adoucir ce dernier, il fit l'éloge de ses chèvres, lui demanda de jouer l'air du chevrier à la syrinx et lui dit qu'il ferait sans tarder de lui un homme libre, car son influence était sans limite. Quand il vit qu'il avait apprivoisé Daphnis, il le guetta à la nuit tombée, alors que le jeune garçon ramenait ses chèvres de la pâture. Dans un premier temps, il se précipita sur lui pour l'embrasser, puis chercha à le persuader de le laisser venir par derrière, comme les boucs faisaient aux chèvres. Il fallut quelques instants à Daphnis pour comprendre ce qu'il voulait dire, puis il répondit à Gnathon qu'il était normal que les boucs montent les chèvres, mais que personne n'avait jamais vu un bouc monter un autre bouc, ni un bélier un autre bélier plutôt qu'une brebis, ni un coq monter un autre coq plutôt qu'une poule. Gnathon porta alors la main sur lui avec l'intention de le prendre par la force. Mais l'homme était ivre et tenait à peine debout, aussi Daphnis le repoussa et le fit tomber par terre. Puis il courut à en perdre haleine, comme un chiot, abandonnant Gnathon qui gisait au sol. Dionysophanès arrive enfin, et Lamon, le père adoptif de Daphnis, s'adresse à lui. « Voici Daphnis, maître, le gardien de tes chèvres. Tu m'as confié 50 chèvres et 2 boucs à faire paître, mais lui, il en a fait 100 chèvres et 10 boucs pour toi. Tu vois comme elles sont grasses, comme leur toison est épaisse, comme leurs cornes sont impeccables. Il les a même rendues sensibles à la musique. Lorsqu'elles entendent sa syrinx, elles font tout ce qu'il veut. » L'épouse du maître, qui assistait à la discussion, désira juger sur pièce ce qui venait d'être dit et demanda à Daphnis de jouer de la syrinx pour les chèvres comme il en avait l'habitude. Elle promit, en récompense, de lui offrir une tunique, un manteau et des chaussures. Daphnis les fit asseoir comme s'ils étaient au théâtre. Il se plaça sous le chêne, sortit la syrinx de sa besace et commença par y souffler doucement. Les chèvres s'arrêtèrent et levèrent la tête. Ensuite, il joua en soufflant l'air de la pâture. Elles penchèrent la tête et se mirent à paître. Puis, il fit entendre un son cristallin. Elles se couchèrent d'un bloc. Il enchaîna sur un air strident, comme si un loup approchait. Elles prirent la fuite pour se cacher dans le bois. Quelques instants après, il joua l'air du rappel. Elles sortirent du bois et se précipitèrent ensemble à ses pieds. Jamais on n'aurait vu serviteurs humains se plier avec autant de diligence aux ordres de leur maître. Tout le monde était en admiration devant ce spectacle. Toutefois, ces exploits avaient encore enflammé le désir de Gnathon. Il courut vers Astylos et lui dit « Maître, 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 c'en est fini de ton Gnathon.
Moi qui, jusqu'à présent, étais seulement amoureux de la table à manger. Moi qui, par le passé, jurais qu'il n'y avait de meilleur bouquet que celui d'un 20 millésimé. Moi qui répétais que tes cuisiniers valaient mieux que les garçons de Mytilène. Je ne vois plus de beauté nulle part, si ce n'est Daphnis. Je t'en prie, sois le sauveur de ton Gnathon et le vainqueur de l'invincible amour. Sinon, j'en fais le serment par toi qui est mon Dieu. Je prendrai un couteau, j'emplirai mon ventre de nourriture et je me tuerai devant la porte de Daphnis. Et toi, tu ne m'appelleras plus mon petit Gnathon comme tu t'amusais si souvent à le faire. Astylos lui demanda en souriant s'il n'avait pas honte de son amour pour le fils de Lamon et de son désir de coucher avec un jeune homme qui gardait les chèvres. Et tout en parlant, il faisait semblant de se pincer le nez afin de marquer son dégoût pour l'odeur du bouc. Gnathon répondit « Aucun amant ne se soucie de cela, mon maître. Quel que soit le corps où il découvre la beauté, il se retrouve pris au piège. C'est pour cette raison que certains sont tombés amoureux d'une plante, d'une rivière ou d'une bête sauvage. Et pourtant, qui ne prendrait en pitié un amant qui aurait des motifs de craindre son aimé? Oui, le corps que j'aime est celui d'un esclave, mais la beauté que j'aime est celle d'un homme libre. Tu vois comme ses cheveux sont semblables aux jacinthes, comme ses yeux brillent sous ses sourcils, comme un joyau sur un chaton d'or, comme son visage resplendit de rose et sa bouche de dents blanches comme de l'ivoire. Dès lors, d'une telle bouche, quel amant ne ferait pas le vœu d'obtenir de doux baisers? Par ailleurs, si je suis tombé amoureux d'un berger, je n'ai fait que suivre l'exemple des dieux. Gardons-nous de mépriser un garçon capable, nous l'avons vu, de se faire obéir des chèvres comme si elles étaient amoureuses de lui. Et remercions plutôt les aigles de Zeus de laisser sur terre une telle beauté. Astylos rit plaisamment, en particulier à son dernier trait d'esprit, et déclara qu'amour produisait de grands sophistes. Puis, il guetta l'occasion de s'entretenir avec son père à propos de Daphnis. Mais un serviteur avait entendu la conversation en cachette, et autant par attachement envers Daphnis, qu'il considérait comme un jeune garçon honnête, parce qu'il avait en horreur l'idée qu'une telle beauté devienne le jouet des désirs éthyliques de Gnathon, il s'empressa de tout raconter dans les moindres détails à Daphnis et à Lamon. Lamon se précipita chez Dionysophanes. « Maître, apprends la vérité d'un vieil homme. Je jure par Pan et par les nymphes qu'aucun mensonge ne sortira de ma bouche. Je ne suis pas le père de Daphnis et Myrtalée n'a jamais eu la chance d'être mère. D'autres parents l'ont exposé alors qu'il était bébé. Peut-être qu'ils avaient chez eux assez d'enfants plus âgés. Moi, je l'ai trouvé, abandonné, alors que ma chèvre le nourrissait. Lorsqu'elle est morte, je l'ai enterrée dans le petit jardin, car je l'aimais pour avoir servi de mère à Daphnis. En même temps que l'enfant, maître, je déclare que j'ai trouvé des signes de reconnaissance que j'ai conservés, car ils sont le signe d'une condition supérieure à la nôtre. Certes, ce n'est pas que je l'estime trop noble pour être l'esclave d'Astylos et pour devenir le beau serviteur d'un beau et bon maître. Mais je ne peux supporter l'idée qu'il serve de jouet à l'ivrognerie de Gnathon, qui est pressé de le conduire à Mytilène pour qu'il lui serve de femme. Il présenta au maître et à son épouse les objets de reconnaissance. À leur vue, la femme poussa un grand cri. « Chère destinée, n'est-ce pas ces objets que nous avons abandonnés avec notre propre enfant? N'est-ce pas dans ces champs que nous avons ordonné de l'amener? Ce sont bien les objets en question, aucun doute. Mon cher mari, c'est notre enfant. Daphnis est ton fils, et il menait paître les chèvres de son père. » Dionysophanes raconta alors. Mes enfants, je me suis marié très jeune. Peu de temps s'écoula avant que je devienne, du moins le croyais-je, un père heureux. En effet, j'ai d'abord eu un fils, puis une fille, et enfin Astylos. J'estimais que c'était là une famille suffisante, et lorsque cet enfant est né, après tous les autres, je l'ai exposé en abandonnant avec lui ces objets qui n'étaient pas destinés
à être des objets de reconnaissance, mais des offrandes funéraires. Mais la fortune avait d'autres projets en tête. Mon fils et ma fille sont morts en un seul jour de la même maladie, alors que toi, Daphnis, tu as été préservé par la providence divine pour qu'une main secourable de plus nous vienne en aide dans notre vieillesse. S'il te plaît, ne m'en veux pas de t'avoir un jour abandonné. J'ai pris cette décision bien malgré moi. Et toi, Astylos, ne sois pas triste à l'idée de ne recevoir en héritage qu'une partie de ma richesse et non pas la totalité. Pour les gens sensés, aucun bien ne vaut un frère. Aimez-vous l'un l'autre. Et pour ce qui est de l'argent, votre fortune vous permet de rivaliser avec les rois. Car moi, je vous laisserai des terres en abondance, nombre d'habiles serviteurs, de l'or, de l'argent et tous les autres biens que possèdent les gens fortunés. La seule exception concerne ce domaine. J'en fais cadeau à Daphnis, à Lamon et à sa femme, ainsi qu'aux chèvres que Daphnis menait à la pâture. Daphnis embrasse ses parents et son frère. Les parents adoptifs de Chloé racontent à leur tour comment ils ont trouvé le bébé autrefois et ils présentent les signes de reconnaissance. On convient que Chloé est assurément de naissance noble. Tout ce beau monde se déplace dans la capitale. On découvre les parents de Chloé qui sont des notables. Ainsi, plus rien ne s'oppose à l'union des jeunes amoureux. Mais cela ne se passera pas dans la capitale. Le lendemain, ils convinrent de retourner à la campagne. C'était à la demande de Daphnis et Chloé, qui ne pouvaient supporter le mode de vie urbain, et leurs parents pensaient aussi que c'était une bonne idée de célébrer des noces pastorales. Lamon donna Daphnis à Chloé en présence des nymphes, auxquelles il fit cadeau, en plus de nombreuses autres offrandes, des objets de reconnaissance. Comme il faisait beau, Dionysophanès fit disposer devant la grotte des lits faits de feuillage vert, invita tous les villageois à s'étendre et les fit profiter d'un somptueux repas. La fête prit un tour rustique et champêtre. L'un chantait des airs que l'on pousse aux moissons, un autre lançait des plaisanteries que l'on fait près des cuves après soir. Philétas jouait de la syrinx, Lampis de la flûte, Dryas et Lamon dansaient, Daphnis et Chloé se donnaient de tendres baisers. Les chèvres se rapprochaient également pour paître, comme si elles aussi voulaient prendre part à la fête. Cela ne plaisait guère aux gens de la ville, mais Daphnis alla jusqu'à les appeler chacune par leur nom, à leur donner de verts feuillages et à les embrasser en les tenant par les cornes. Et non seulement ce jour, mais aussi longtemps qu'ils vécurent, Daphnis et Chloé menèrent la plupart du temps une existence pastorale, rendant un culte aux nymphes, à Pan et à Amour, et possédant maints troupeaux de chèvres et de moutons, et considérant les fruits et le lait comme les mets les plus délicats. Et lorsqu'ils eurent un petit garçon, ils le confièrent à une chèvre, et à l'arrivée de leur deuxième enfant, une petite fille, ils lui firent téter les mamelles d'une brebis. Ils décorèrent aussi la caverne, y consacrèrent des tableaux et y placèrent un autel dédié à Amour le berger. Ils offrirent également à Pan d'occuper un temple en lieu et place de son pain, qu'ils baptisèrent du nom de Pan le guerrier. Mais ce n'est que plus tard que Daphnis et Chloé accomplirent ces actions. Pour le moment, lorsque la nuit tomba, tous leur firent cortège jusqu'à la chambre nuptiale, les uns au son de la syrinx, d'autres au son de la flûte, d'autres enfin en brandissant de grandes torches. Lorsqu'ils s'approchèrent des portes, ils commencèrent à chanter d'une voix rugueuse et rude, comme s'ils fendaient la terre à coups de pioche au lieu de chanter l'hyménée.
Daphnis et Chloé se couchèrent alors nus, l'un à côté de l'autre, s'enlacèrent et s'embrassèrent, et au cours de cette nuit, même les chouettes ne restèrent pas aussi longtemps éveillées. Alors, Daphnis mit en pratique une partie des leçons de Lycénion, et Chloé, pour la première fois, sut que ce qu'ils avaient expérimenté dans les bois n'était que des jeux de berger.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, un très grand merci à nos 3 artistes, à Véronique, à Jack, à Vincent, pour cet ensemble aussi harmonieux. Et quand on lit un texte oralement, on a l'impression qu'on ne l'a jamais lu, en fait, qu'on le découvre. C'est incroyable la différence. Alors, merci infiniment.